Merci. Alors, on a aussi un conférencier qui n'a pas été présenté encore, c'est le docteur Adalberto Barreto, qui vient du Brésil, et avec qui j'ai pu m'entretenir tantôt. Je l'ai cuisiné un peu, comme j'ai fait avec les autres invités, pour savoir un peu de quoi il était pour nous parler. Et j'avais eu la chance de lire un de ses textes. Et ici encore, on a quelqu'un qui est vraiment axé vers l'action. Et ce qui est intéressant, quand j'ai discuté avec lui, parce que là, moi, j'essayais d'avoir quelques indices pour vous le présenter. Donc, d'habitude, les gens se disent, on commence en déclinant leur diplôme et leur titre prestigieux. Alors lui, il me parlait d'intervention communautaire. Et il n'arrêtait pas de me parler de ce qu'il faisait. Puis je me disais, bon sang, on apprend encore avec quelqu'un qui est dans l'action. Comment est-ce qu'on va en sortir? Il faut que j'aie quelque chose à dire. Mais j'ai réussi à extraire quand même des informations que je peux vous livrer et faire mon travail d'animateur comme il se doit. Alors, on pourrait dire du docteur Barreto qu'il est psychiatre, diplômé, docteur en anthropologie. Il a étudié en France. Il est professeur à la faculté de médecine de l'université de Cessa au Brésil et il a étudié à l'université de Lyon, l'université René Descartes. Et il se définit, en tout cas informellement, comme quelqu'un qui fait de l'intervention communautaire et qui agit et qui apprend des communautés où il travaille et qui réussit à construire par la suite. Et c'est le modèle, je crois, qu'il va nous présenter lors de sa présentation, ce modèle de thérapie qu'il appelle thérapie d'intégration communautaire. Et ce qui est très rafraîchissant, c'est de retourner aux bases, à la base de ce que c'est l'intervention communautaire. Et je crois pour lui d'en avoir fait une présentation synthétique et aussi efficace, puisque vous avez formé plusieurs milliers, en fait, est-ce que j'ai bien compris, 26 000 personnes qui ont passé... Le Brésil est un pays énorme, mais vous avez aussi été en Europe et vous avez pu propager le modèle. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à prendre la parole et à partager avec nous cette expertise que vous avez développée. Docteur Adalberto Barreto. À vous. Bonjour à toutes et tous. Je voulais d'abord remercier cette invitation pour venir ici en général, et signaler quand même un changement. En général, ce sont les gens du Sud qui invitent les gens du Nord pour leur parler. Et de cette fois-ci, c'est le Nord qui invite quelqu'un du Sud pour venir partager leur expérience. Donc, je suis très heureux de partager avec vous mon expérience brésilienne développée depuis 25 ans pour accueillir la souffrance à niveau de la communauté, des gens qui souffrent des fractures des liens sociaux. Et à niveau de la communauté, il s'agit de récupérer les capitales socioculturelles du groupe pour que celui-ci soit coparticipant des décisions et des politiques sociales. Comment nous avons répondu à ces problèmes? Quelles solutions nous avons trouvées aux pistes que nous avons trouvées? Bon, issu d'une famille modeste du nord-est brésilien, imprégné de la culture du sertão, des savoirs traditionnels magico-religieux, j'ai intégré une première forme de représentation du monde, de la maladie et de la souffrance. Plus tard, j'ai eu la chance de faire des études de médecine à l'université, ce qui m'a donné d'autres outils pour appréhender la maladie, les souffrances et les soins. Je me suis rendu compte que ces deux modèles de représentation, apparemment différents, s'avéraient ségrégatifs, excluant l'autre et tout ce qui était différent. J'ai eu la chance, dans la période difficile de la dictature des colonels, d'aller faire des études en Europe. Tel un chercheur d'or, je pensais que l'Europe représentait une mine inépuisable de richesses intellectuelles, des savoirs et des compétences universitaires. J'ai donc fait ma spécialité de psychiatrie à l'Université de Lyon
et à l'Université René Descartes de Paris avec le professeur Yves Pellissier. J'ai passé le doctorat d'ethnologie avec comme professeur François Laplantine. Enfin, j'ai suivi et validé des études de philosophie et théologie à Rome et d'ethnopsychiatrie à Paris avec Georges Devreux. Tout en continuant à creuser les mines d'or, à la recherche de pépites de plus en plus pures, je me suis rendu compte progressivement que ces mines cachaient des manques relationnels de chaleur et d'humanité, dont l'expression était pourtant très courante dans ma culture brésilienne nordestine. En rentrant au Brésil, bardé de médailles et de savoirs européens, on m'a tout de suite proposé une chaire de professeur de santé communautaire à la faculté de médecine de l'Université fédérale du Ceará et des consultations de psychiatrie à l'hôpital universitaire. Dans ce temps de consultation, je recevais de plus en plus de personnes provenant de la favela, d'un bidonville, adressées par mon frère avocat du Centre de droits de l'homme, souffrant d'exclusion, victimes de violences familiales ou d'abandon. En face à ces défis, j'ai décidé d'aller sur place pour mieux comprendre la situation de ces consultants et leur contexte. Mais surtout, j'avais l'idée qu'au sein même de cette communauté, il y avait des ressources et des savoirs qui devaient être prises en considération. Et que mon rôle pouvait être de les aider à rencontrer ces capacités, à les mutualiser et à les mettre en commun. Lors de la première rencontre, 30 personnes m'attendaient dans le bidonville, dans la favela. J'ai proposé que ceux qui le voulaient prennent la parole pour évoquer la difficulté qui les perturbait. Parmi les situations problèmes présentées, c'est celle de l'insomnie apportée par une mère célibataire de 3 enfants qui a été retenue par le groupe. Plutôt que d'apporter ma science, mon diagnostic, proposer mes médicaments, j'ai demandé si d'autres personnes avaient vécu une situation comparable et ce qu'elles avaient fait pour l'améliorer ou la résoudre. C'est alors qu'est apparue à travers les expériences vécues, relatées par les personnes présentes, une grande variété de solutions et des façons de faire. Tisane, sport, prière, rire, promenade, médicaments. C'est à partir de là qu'une réflexion a été menée sur ce que les habitants de cette communauté pourraient faire collectivement pour lutter contre l'insécurité et la violence dans la favela. Dès cette première séance, je pus constater qu'ils avaient des problèmes, mais qu'ils avaient également des solutions venant de leur culture et des apprentissages acquis à partir des difficultés vécues. Un des axes de notre intervention était de valoriser les compétences de chacun et du groupe. Si à cette première séance, il y avait une trentaine de personnes, de semaine en semaine, le nombre de participants n'a fait qu'augmenter. Nous avons même commencé à faire dans les écoles, dans des places publiques, chez des Indiens qui avaient des situations difficiles. Donc la richesse des échanges nous a amenés assez rapidement à enregistrer les séances afin d'améliorer, à partir de la pratique, cet outil d'intervention psychosociale et à mettre en place un travail de recherche sur les effets et les répercussions individuelles et collectives de ces séances de parole régulières. Ainsi, progressivement, les étudiants en médecine et en psychologie sont venus m'accompagner à ces séances dans la communauté déshéritée de la favela de Fortaleza nommée Quatro Varas, 4 baguettes. Au fur et à mesure des séances, nous avons dû aménager un dispositif pour ne pas retomber dans les modèles d'aliénation sociale, privilégiant le pouvoir et la parole de certains, ainsi que les relations verticales. Mais nous avons cherché à développer la reconnaissance de la richesse de chacun dans des relations horizontales. Il nous est apparu rapidement qu'il fallait protéger la parole de chacun et les échanges des tentatives de prise de pouvoir, des donneurs de leçons, du désir d'imposer ses idées ou d'aider l'autre. Un groupe de parole ou une communauté sont bénéfiques quand la qualité des relations qui s'y instituent favorise la croissance de chacun.
Le premier écueil à prendre en compte était celle de ma propre participation. Comment me déprendre de l'aura et de ma position de spécialiste détenteur d'un savoir universitaire? Venu de part par devoir, pour rendre service et exercer autrement ma profession de psychiatre, je me suis rendu compte que je n'étais pas que partie offrante. Je trouvais un intérêt personnel plus qu'universitaire dans les résonances que suscitait l'évocation des expériences des autres participants. Je venais pour moi, et comme les autres, j'étais partie prenante de ce qui s'échangeait. J'ai découvert à partir de ces séances que la précarité était aussi en moi, dans ma vision du monde, dans la perception de la maladie et dans nos modèles de soins. Et que je venais prendre un bain d'humanité, de simplicité, qui soignait mon aliénation universitaire et me permettait de retrouver mes racines culturelles, donc l'Indien qui est en moi. Ces prises de conscience ont facilité l'abandon de ma position hiérarchique et de savoir, incompatible avec ces groupes de parole, privilégiant horizontalement des échanges tels qu'ils nous paraissent pertinents. Comment créer des échanges de paroles sans domination? C'est à cette question qui répond le déroulement des différentes phases de la thérapie communautaire et les règles qui ont été mises en place. C'est ce qui garantit que la communauté est libératrice et non un espace de domination, de massification de l'individu. Donc là, ainsi des règles et un déroulement très précis ont été institués pour garantir la liberté de parole, le respect des différences et la mise en valeur des savoirs que chacun, quel qu'il soit, a tiré de ses expériences de vie, comme nous avons aujourd'hui entendu ici les 3 personnes qui en ont parlé. Les règles qui instituent la science garantissent l'écoute respectueuse et protègent des manipulations idéologiques. Donc, d'abord, faire silence, il s'agit de l'écoute active. Lorsque l'autre parle de lui, j'entends de moi. Donc, ce n'est pas un silence pour écouter l'autre, c'est un silence pour s'écouter grâce à la parole de l'autre. Parler en jeu, pas nous, de jeu et d'une situation que je suis impliqué, que je vis. Ce n'est pas la violence dans le monde. C'est un autre jour, j'étais victime d'un vol. C'est parti d'un vécu. Pas de conseils, pas de discours, pas d'analyse, pas de jugement, pas d'interprétation. Et lorsque quelqu'un est en train de parler, si vous vous souvenez d'une chanson, d'un proverbe, d'une histoire, d'une poésie, vous pouvez la proposer. Donc, chacun a son savoir issu de son vécu. Il s'agit donc de partager ses savoirs. Chacun est thérapeute de soi-même et le respect à la parole de l'autre pour assurer la circularité et la horizontalité de la communication. Après ça, il y a un moment de partage. Donc, quelqu'un qui a présenté sa souffrance, on pose la question, qui a déjà vécu une situation semblable et qu'est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? Et là, c'est alors que chacun parle de la stratégie de son dépassement. Qu'est-ce que je fais pour m'en sortir? Donc, on a entendu ici les dialogues avec sa propre maladie pour pouvoir dialoguer. Ça en est un exemple. Par le partage de diverses expériences, chacun apprend avec l'expérience de l'autre, dans un climat de respect et de valorisation des autres. Il émerge des solutions très variées, voire même contradictoires, mais il faut le laisser. Pas de consensus. Cela déclencherait la lutte pour le pouvoir et détruirait les apports divers. Il n'y a pas une vérité, mais des lectures. Parfois, il s'agit d'exprimer son tâtonnement pour tenter d'avancer dans sa vie. Après ça, la réflexion et partage d'expériences à partir de cette situation émotionnellement vécue. Donc, le sujet des réflexions ont concerné l'alcool, la drogue, la violence de la famille, l'éducation des enfants, les conflits de couple. Mais chacun de ces thèmes était abordé non comme une question intellectuelle, mais comme une réflexion et un partage d'expériences à partir d'une situation émotionnellement vécue. Par exemple, le thème n'était pas l'alcoolisme, qui pourrait appeler à une question de cours, mais la souffrance et les difficultés exprimées par une mère comme « tous les soirs, j'ai peur pour mes enfants lorsque mon mari rentre saoul à la maison ».
Donc, celui qui est partie du problème, il est aussi partie de la solution. Chaque système ne se pose que des problèmes dont il a la solution. La solution ne peut être envisagée sans le soutien des valeurs culturelles, héritage des ancêtres indiens, africains, asiatiques, européens. Il y a une pluralité de perceptions et donc pluralité de conduites. Le non-respect de cette diversité, c'est un néocolonialisme insupportable qui exclut d'autres apports, d'autres savoirs issus d'autres univers culturels. Il n'y a pas de riches qui ne puissent recevoir, ni de pauvres qui ne puissent donner. Ce qui nous intéresse dans ces séances, c'est le vécu et les expériences de vie de chacun et non les statuts socio-économiques, culturels ou la spécialité de chacun. Exprimer une émotion personnelle, ayant la collectivité comme témoin, comme support, permet la résonance à niveau des histoires de chacun de présent, générant un mouvement d'identification qui permet la valorisation du vécu de chacun, la construction de liens interpersonnels et sociaux qui renforcent le sentiment d'appartenir à l'humanité et devenir acteur de sa propre transformation. Ils sont les protagonistes. Le rôle du thérapeute communautaire, c'est de fertiliser les processus collectifs et assurer l'horizontalité des partages. Donc, dans la thérapie communautaire, la parole est le remède, les baumes apaisants, calmants, la boussole aussi bien que pour celui qui parle que pour celui qui écoute. C'est dans le partage d'expériences de chacun que la douleur de personnes souffrantes est soulagée et qu'il peuvent apparaître de nouvelles pistes pour surmonter les problèmes. Cela permet à la communauté de trouver en elle-même les solutions à des problèmes qu'isolement la personne, la famille et les services publics n'ont pas été capables de trouver. Là, quelques éléments du contexte de notre action. Donc, surtout, on a commencé dans la favelle. Aujourd'hui, nous sommes un peu partout dans le pays, même dans les écoles, dans les entreprises et tout. Donc, au Brésil, les transformations qui découlent du développement des nouvelles technologies, de la globalisation et d'une politique économique injuste, à laquelle s'ajoutent souvent des catastrophes climatiques dramatiques, obligent des populations entières à migrer. Et en migrant, on commence à perdre le lien avec la terre, avec la famille, donc il y a une série de pertes qui s'installent. Donc, et on perd aussi les valeurs de sa propre culture. Ces migrations entraînent une série de pertes culturelles. Celles-ci privent le groupe des éléments fondamentaux qui nourrissent son identité culturelle et garantissent sa cohésion. Ces contextes exigent la création de nouveaux paradigmes capables de stimuler une action thérapeutique, créative et effective qui nous permet d'appréhender l'homme et sa souffrance au sein d'un réseau relationnel. Voir au-delà du symptôme. Celui qui regarde les doigts qui pointent une étoile ne verra jamais la beauté de l'étoile. N'est pas tant d'identifier la gravité de la pathologie que les potentiels de celui qui souffre. Faire que la prévention soit une préoccupation constante est l'œuvre de tous. Au départ, pour nous, c'était un grand défi. Comment passer d'un modèle qui génère la dépendance à un modèle qui développe l'autonomie et le protagonisme? Comment rompre avec la concentration de l'information entre les mains des techniciens et des spécialistes et lui permettre de circuler afin que tous en bénéficient? Comment s'appuyer sur les savoirs des ancêtres indiens, asiatiques, africains et sur la compétence acquise par sa propre expérience de vie? Comment dépasser une pratique spécialisée limitée pour aller vers une approche efficace capable de toucher un système beaucoup plus large? Comment accueillir la souffrance sans la médicaliser comme s'il était une pathologie? Enfin, comment aider un groupe à croire en lui, en sa propre compétence? Le plus grand de tout le défi, c'était le dépassement de nos propres contradictions. Dans notre pratique, nous avons donc observé que les églises qui sont très présentes dans ces lieux de souffrance disent plus ou moins « vous devrez croire dans notre Dieu ». Si vous êtes dans cette situation parce que vous êtes dans la mauvaise religion et vous croyez dans les faux dieux, et toutes les églises commencent à se bagarrer. Les hommes politiques, vous devrez croire dans notre programme. Il est meilleur que celui qui nous a antécédés et on essaie de détruire tout ce que l'autre a commencé. Les techniciens, vous devez croire dans nos théories, c'est ce qui vient de plus important dans le monde. Et nous, médecins, vous devrez croire dans nos remèdes, c'est les meilleurs. Or, on exige de l'autre la foi en nos modèles, en nos vérités et en nos convictions.
Tout cela produit des conflits, de la compétition, de l'exclusion. Les luttes de pouvoir et de l'intolérance rendent difficile la création de réseaux de solidarité qui peuvent transformer les individus et la réalité. Donc la communauté agit là où la famille et les politiques sociales sont défaillantes. Nous affirmons que la solution est dans les collectifs et ses interactions, dans le partage, dans les identifications à l'autre, dans le respect des différences. Nous privilégions le travail de groupe pour qu'ensemble nous partagions problèmes et solutions. Le groupe fonctionne comme un bouclier protecteur pour les plus vulnérables. Il devient un moyen d'agrégation et d'insertion sociale. Et ici, la cible de notre travail, c'est la souffrance et pas la pathologie. C'est pour cela que n'importe qui peut être thérapeute communautaire. On n'a pas besoin, parce qu'on ne fait pas d'analyse, pas d'interprétation. C'est une action citoyenne. Nous, professionnels, thérapeutes, doivent être partie prenante de cette construction. Communauté et thérapeute en tirent bénéfice. La communauté développe autonomie et insertion sociale et les thérapeutes se soignent autant de leur autisme institutionnel et professionnel que de leur aliénation universitaire. Tout ce savoir-faire que nous avons très progressivement mis en pratique représente fondamentalement un changement de paradigme, un changement des lunettes qui nous invite à aller au-delà de l'individu pour toucher le collectif, le public, voir au-delà des carences, déficiences pour s'appuyer sur les compétences acquises par l'expérience de vie et faire surgir les potentiels de celui qui souffre. Sortir d'un modèle qui engendre la dépendance pour un modèle qui nourrit l'autonomie et la corresponsabilité. Sortir de la verticalité des relations pour l'horizontalité. De construire une attitude de méfiance envers l'autre et croire davantage dans les capacités de l'autre. Rompre avec l'isolement du savoir scientifique et du savoir traditionnel. Passer de la solution vient d'ailleurs à la solution se trouve dans la personne, dans la famille, dans la communauté. Rompre avec un modèle clientéliste et promouvoir une conscience critique et citoyenne. Et ici, juste pour une synthèse, donc sortir d'un modèle basé sur le sauveur de l'humanité vers un modèle des solutions participatives, d'un modèle qui valorise les carences, les déficiences, pour un modèle qui valorise les compétences et les potentialités, d'un modèle centré sur l'individu, le technicien qui sait, pour un modèle plus communautaire, d'un modèle qui concentre l'information pour la faire circuler, cette information, d'un modèle où l'autre est objet passif, l'autre est un partenaire actif, d'un modèle où la solution vient de l'extérieur, générant la dépendance, pour un modèle, la solution vient des familles. Un modèle qui génère la dépendance et un modèle qui suscite la corresponsabilité, qui ne croit pas dans l'autre, vers un modèle qui croit dans la compétence de l'autre. Enfin, d'un modèle clientéliste vers un modèle de citoyenneté. Et ici, c'est un peu le résultat d'une recherche que nous avons faite au Brésil auprès de 12 000 personnes dans 12 États du Brésil. Et ce sont les thèmes les plus fréquents, donc stress et émotions négatives, peur, anxiété, insomnie, nervosité. Deuxième, c'est les problèmes de famille. Il s'agit des relations entre enfants et parents, dans la fratrie, entre mari et femme, séparation, trahison, jalousie. Troisième, c'était travail, chômage, insécurité, insatisfaction, difficultés financières, défaut de reconnaissance. Et le quatrième, violence contre les femmes, les enfants, les personnes âgées, agression, homicide, gang, agression sexuelle. C'était les thèmes les plus fréquents. Donc nous avons vu que la thérapie communautaire a réduit la demande auprès de services spécialisés. À peine 11,5% de ces 12 000 personnes ayant participé à la thérapie communautaire ont nécessité l'aide de services spécialisés. La construction de réseaux de soutien social rend l'individu et la communauté plus autonomes et moins dépendantes des spécialistes et des institutions spécialisées. Donc, quels changements et quelles différences les séances de thérapie communautaire ont-elles amené pour chacun, pour les professionnels et pour la communauté? Pour l'individu, une réconciliation avec sa parole, une élévation de l'estime de soi en se rendant compte que sa propre expérience et les acquis de son existence peuvent être intéressantes et utiles aux autres. Les sentiments d'appartenance à un groupe, la constitution de liens, un soutien social
et une reconnaissance de son existence et sa valeur. Pour la communauté, on a pu constater la construction de réseaux solidaires et relever dans les recherches effectuées les effets non négligeables sur les déterminants sociaux de la santé. Et pour nous, le professionnel, humanisation des relations, valorisation des compétences personnelles et valorisation des ressources culturelles, conscience de ses limites, plus grande flexibilité et disponibilité pour le travail d'équipe. Quelques réflexions pour terminer. Il est évident que la santé est la synthèse d'une multitude de processus et les produits de l'interaction de différents déterminants sociaux. Cette compréhension nous ouvre les horizons. Elle fait de la santé un domaine public et pluriel, un processus dynamique où nous sommes tous conviés à intervenir de manière préventive sur un ensemble de facteurs et dans une dialectique qui mobilise les différents savoirs. Cette compréhension clarifie notre intervention et nous empêche de vouloir socialiser les problèmes médicaux, donner des réponses individuelles aux des problèmes collectifs, agir comme sauveur de l'humanité, tout attendre des décisions gouvernementales, médicaliser les problèmes sociaux. Il est nécessaire de trouver des solutions participatives en intégrant des savoirs et en renforçant des réseaux solidaires. La thérapie communautaire intégrative représente dans notre expérience une grande force venant de la diversité de la culture brésilienne. Au Brésil, donc, nous avons formé 25 500 personnes, nous avons 46 centres de formation. Donc la thérapie communautaire n'est pas une expérience unique, exotique et brésilienne. D'autres acteurs engagés dans les champs sanitaires ou sociaux ont perçu les limites de leur action et ont mis en place des outils reposant sur les mêmes valeurs de la thérapie communautaire et en intégrant ces sciences dans des associations d'entraide. Ils ont fait le constat qu'il ne suffisait pas de savoir traiter les maladies mentales ou avoir des outils sociaux pour lutter contre la précarité, mais qu'il fallait inventer d'autres formes d'action complémentaires pour favoriser la resocialisation, lutter contre l'isolement et l'exclusion en s'appuyant sur les ressources des personnes dites en précarité. Qu'est-ce que nous avons appris de cette expérience et quelles sont les perspectives qui se dessinent? L'homme ne peut se développer que dans des relations qui le lient à l'autre. Toute approche de la précarité doit prendre en considération les ressources personnelles et celles qui existent autour de l'individu. La mine d'or est à l'intérieur de chacun. La précarité et la richesse sont partout. Elles sont des composantes de tout être humain et de tout groupe humain. La richesse n'appartient pas seulement aux riches, mais aussi à la base. Donc l'académie n'a pas l'hégémonie de la production de la connaissance. On produit aussi la connaissance par le vécu du quotidien. La diversification des ressources personnelles culturelles doit être développée. Il faut investir plus dans le lien qui intègre que dans le lieu qui exclut et stigmatise. Reconnaître la précarité institutionnelle qui a du mal à apporter la solidarité, l'affection, l'idée de liberté de parole et de reconnaissance. Il faut passer d'un modèle vertical à un modèle horizontal. Il faut sortir d'un modèle qui génère la dépendance pour aller vers un modèle qui promeut l'autonomie. Cela exige de nous de mettre en question nos certitudes, car toute certitude est une prison qui nous empêche de s'ouvrir au nouveau, d'aller vers les autres. Faire une rupture épistémologique, valoriser une alternative non concurrentielle, mais complémentaire et équilibratrice au savoir universitaire. Rompre tant avec l'isolement du savoir scientifique qu'avec celui du savoir populaire ou du savoir politique et respecter ces trois formes de savoir. Œuvrer dans une perspective de complémentarité sans rompre avec la tradition et sans nier les apports de la science moderne. Mettre en pratique une écologie de l'esprit et respecter les diversités culturelles et leur système de représentation. Reconnaître la valeur du partage, donc l'écoute active. Nous sommes partie donnante, mais nous sommes aussi partie prenante. Redécouvrir la notion de communauté, d'appartenance à un groupe pluriel où sont respectées et valorisées les différences. Et pour terminer, nous avons besoin de créer de nouveaux paradigmes où chaque discipline, chaque spécialité est partie prenante d'une construction plus large. Il faut que chaque savoir, chaque connaissance puisse s'intégrer sans perdre son identité dans un savoir plus étendu, kaléidoscopique, multifacétaire, multicolore, comme les pièces d'un puzzle où la santé est aussi perçue dans sa dimension relationnelle interactive. Et
je laisse cette poésie d'un Brésilien qui parle sur la pierre. La pierre, le distrait a buté sur elle. La brute l'a utilisée comme projectile. L'entrepreneur pour construire. Le paysan, lassé par le travail, a fait d'elle un siège pour se reposer. Pour l'enfant, c'est devenu un jouet. Drummond en a fait un poème. David a tué Goliath. Michel-Ange en a extrait la plus belle des sculptures. Dans tous ces cas, la différence n'a pas été dans la pierre, mais dans l'homme. Merci. Merci beaucoup, Dr. Barreto. Je pense qu'un colloque comme le nôtre, c'est un sport de contact. On confronte nos idées. Quelquefois, il y a des blocages. Quelquefois, ça conforte nos pensées, nos croyances. Et je crois que les présentations que nous avons eues ce matin nous aident justement à se questionner et à remettre, je dirais, nos valeurs, nos croyances en perspective. Tout au long du congrès, nous allons avoir une centaine d'ateliers qui vont nous permettre aussi de poursuivre ce chemin-là. Et avant de s'engager à la pause, j'ai quelques petites annonces. Il faut que je fasse mon travail en bonne et due forme à vous transmettre. Alors, voici. Le 5 à 7 de ce soir, au Hilton, au foyer 1, aura lieu à partir de 17h45. Aucun commentaire. Le vestiaire du centre des congrès fermera ses portes à 20h30, dont ceux qui ont laissé leur manteau ici, au centre des congrès, pourront venir le chercher après le 5 à 7. On ne me dit pas à quelle heure le 5 à 7 va se terminer, mais ça commence à 17h45. J'ai l'impression qu'il finit peut-être un peu plus tard que 7h. Il y a une évaluation du colloque à remplir. Elle est dans le sac. Il s'agit de la remettre à l'inscription ou à un bénévole. Si vous ne les remplissez pas, vous pouvez me les donner, je vais les remplir pour vous, spécialement au niveau de l'animation. Les lieux des pauses. Il y a ici, là on va en pause tout de suite après. Alors il y a un endroit ici pour la pause, c'est tout près, c'est direct en face, mais aussi il y a un autre endroit. On travaille dans les services, on ne fait pas les choses simples. Il y a un autre endroit plus petit. C'est comme une deuxième ligne de pause, c'est au 206. C'est derrière, plus loin. Alors, dans chaque atelier, il y a des évaluations sur les tables. Vous pouvez les prendre et les remettre, les compléter. Si vous souhaitez prolonger, en fait, c'est une forme de trio. Vous êtes venus 2 jours. Si vous aimez, vous pouvez prendre une 3e journée. Spécialement que le ministre va être là vendredi. On s'est dit que peut-être c'est un bon point de vente pour ajouter une journée. Alors, c'est possible. Si vous voulez ajouter une journée, vous pouvez aller au comptoir d'inscription puis vous inscrire pour le vendredi. Je crois que c'est pas mal tout ce que j'ai à vous dire. Ah, tiens, Pontiac 2004 à vendre, en bon état. Non, c'est bon. J'arrête ici. Je vous souhaite une bonne continuité et de rencontrer plein de gens. Merci à vous.